Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir, nous vous présentons le 100e épisode de Vue d'ici. 100 épisodes, c'est grâce à une équipe formidable en recherche, en studio, en régie, et c'est surtout grâce à vous. Quoi dire d'autre qu'un grand merci. Or, nous avons ce soir, encore une fois, deux sujets passionnants. L'importance de la lecture chez les jeunes et le TDAH. Restez avec nous, car ça commence maintenant. À vous à la maison, bienvenue à Vue d'ici. Bonsoir, merci encore une fois. C'est notre 100e sans émission de discussion, de questionnement. On tente toujours de vous intéresser. Et ce soir, ce ne sera pas exception à la règle. Connaissez-vous le club des aventuriers du livre? Il s'agit d'un programme qui encourage les jeunes de 6 à 12 ans à lire. Avec nous en studio pour parler de ce merveilleux programme qui a 30 ans cette année, Madame Véronica Oliveros. Vous êtes responsable de ce club des aventuriers du livre aux bibliothèques de Terrebonne. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à l'émission. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. La lecture chez les 6-12 ans, c'est vraiment très passionnant. Expliquez-nous en détail, rapidement, qu'est-ce que c'est le Club des aventuriers du livre à Terrebonne? Le Club des aventuriers du livre à Terrebonne, c'est aussi un club de lecture estival pour les 6 à 12 ans. Ça permet aux jeunes de pouvoir continuer à lire tout l'été, conserver leurs acquis qu'ils ont eus tout au long de l'année scolaire en lecture. Et puis, c'est aussi un programme qui n'est pas seulement à Terrebonne, mais dans 24 autres villes de Laurentides et Lanaudière. Puis, comme vous disiez, ça fait maintenant cette année 30 ans qu'on offre ce club de lecture-là aux jeunes de 6 à 12 ans à Terrebonne ainsi que dans ces autres villes-là, à Laval. Les 4 bibliothèques à Terrebonne et dans les 23 autres villes. Exactement, oui. Donc, c'est un programme estival. On comprend que c'est pour compenser l'école. Comment ça fonctionne? C'est tout à fait simple. Le club a lieu habituellement à la fin de l'école du mois de juin jusqu'à la fin août. On se présente en bibliothèque, tout simplement, avec sa carte de membre de bibliothèque. On s'inscrit au comptoir et puis le jeune se voit remettre une trousse de lecture avec un petit cadeau à l'intérieur. Il y a possibilité de participer à toutes sortes de concours. Okay. Et puis, on a des activités aussi tout au long de l'été qui sont offertes aux membres du club de lecture pour les encourager à continuer à lire pendant tout l'été. Et dans cette trousse-là, je présume qu'il y a soit des livres et des suggestions de lecture? Oui, il n'y a pas de livre. Par contre, il y a un cahier d'activités ludiques en rapport avec la lecture. Il y a, comme je vous disais, un petit cadeau promotionnel qu'on leur offre là, au logo du Club des aventuriers du livre. Et oui, il y a une bibliographie qui est offerte avec des livres pour tous les âges, entre 6 et 12 ans, pour tous les niveaux de lecture aussi. Évidemment, selon aussi la capacité, tout ça. Oui. Vous avez parlé d'activités pendant l'été. Oui. Qu'est-ce que c'est, ces activités-là? À chaque été, il y a un thème différent. Et puis, les activités et ça se passe dans chacune des bibliothèques? Dans chacune des bibliothèques, il y a une activité qui est offerte au courant de l'été. Et puis, l'activité va toujours tourner autour du thème qui a été choisi pour le club de lecture. Puis ça peut aller d'une animation autour du livre à un spectacle théâtral. C'est très varié, puis on essaie vraiment de se coller au thème qu'on s'est donné pour l'été. Quel était le thème cette année? Bien, cette année, comme c'était les 30 ans, c'était cet été, les aventuriers font la fête. Évidemment. Oui. Beaucoup de jeunes qui s'inscrivent. Est-ce qu'il y a un bel achalandage? Oui, et cet été à Terrebonne, ça a été une année record pour nous. C'est-à-dire? On est allé chercher 1183 membres du club. Et comparativement à 2023, c'était une augmentation de 48 de nos membres. Puis comparativement à la pré-COVID 2019, c'est une hausse de 96 de membres. Comment on explique ça?
Je crois qu'en Alors partie... qu'on peut penser le contraire, les jeunes s'intéressent de moins en moins à la lecture. Mais je crois Alors, qu'en comment vous expliquez partie, ça? étant donné qu'on commence à retrouver un peu notre achalandage pré-COVID, les gens reviennent en bibliothèque. Au niveau des parents, ils recherchent de plus en plus des activités qui sont de qualité et gratuites pour leurs enfants. Puis Parce le club que est tout à celle-ci, fait elle gratuit. est complètement C'est gratuite. 100% gratuit. Et puis, moi, je pense que c'est un grand mythe que les jeunes n'aiment pas la lecture. Puis il y a aussi le mythe que les garçons lisent moins que les filles. Bien, nous, d'après nos statistiques de combien de garçons et de filles s'inscrivent au club, je vous dirais qu'il y a vraiment un équilibre au niveau du nombre de filles et de garçons qui sont inscrits au club. Il n'y a pas de déséquilibre du tout, du tout. Il n'y a pas comme une majorité de petites presque filles une par bonne rapport à des nouvelle. garçons. Tout à fait. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce qui intéresse les jeunes des lectures, s'ils vous en parlent, et des activités qui se passent pendant l'été? Qu'est-ce que vous remarquez? Je dirais que c'est très, très varié. Bien entendu, la BD a toujours une place de choix. Elle a une place de choix pour moi aussi, vous savez. Oui. Puis il y a des très, très belles BD qui sont disponibles de qualité pour les jeunes aujourd'hui. C'est pas un choix, il ne faut pas en rougir du tout, là. C'est une lecture tout à fait noble aussi. Et puis, je vous dirais qu'on a beaucoup de grands lecteurs aussi qui sont fiers de pouvoir dire qu'ils lisent des livres à un niveau plus adolescent, adulte et tout ça. Donc, je pense qu'il y a une belle évolution qu'on voit entre les premiers membres qui ont 6 ans et ceux qui arrivent à 12 ans. Puis on a aussi une loyauté au niveau de nos membres qu'ils ne lâchent pas, il n'y a pas de décrochage. Quand ils s'inscrivent, Ils reviennent d'année en année? Ils en ont pour 6 ans avec vous. Bien, oui. C'est leur parcours primaire. Primaire. Et souvent, ceux qui s'inscrivent au Club des aventuriers vont avoir fait le club, le petit frère, en fait, qui est le club du Rabiboche, qui est pour les 3 à 6 ans. Que les parents peuvent faire avec les enfants pour justement instaurer dès un jeune âge des habitudes de lecture puis un amour du livre qui va les suivre tout au courant de leur vie puis de leur parcours scolaire. Et de futurs consommateurs de culture. Effectivement, c'est ça le but. Dites-moi, les parents doivent quand même être pas trop loin. Vous m'avez dit une belle histoire tantôt à propos de parents que vous avez reconnus. Oui, tout à fait. Moi, j'étais en 1994 adolescente à ce moment-là, puis je travaillais dans une bibliothèque à Terrebonne. Et puis cette année, j'inscrivais des enfants dont j'avais inscrit les parents quand j'étais à la bibliothèque en 1994. Donc, moi, je trouvais que ça faisait tellement une belle boucle. C'était magnifique. C'était vraiment un moment magique là, de constater que nos anciens aventuriers inscrivent leurs enfants comme aventuriers cette année. Il y a eu un bon achalandage cette année. C'est très encourageant. Les bienfaits de la lecture chez les jeunes, quels sont-ils? Je dirais que c'est très important. Et puis, on remarque que les enfants qui ont des bonnes habitudes ou des bonnes habiletés de lecture vont réussir mieux à l'école, vont avoir plus de facilité à se trouver un emploi plus tard dans la vie, vont avoir plus de facilité dans leur communication avec les autres, vont avoir plus de facilité à exprimer leurs émotions, leurs idées, leurs opinions, vont être capables de se tailler une place meilleure dans la société parce qu'ils ont cette habileté-là de comprendre ce qu'ils lisent et puis de pouvoir verbaliser ensuite. C'est ce que je m'en allais dire. C'est au-delà de ne savoir que lire et de ne savoir que écrire. Il y a une compréhension de texte et toute la communication est là. Plus on lit, plus on peut communiquer plus facilement. Oui, oui. Puis, c'est pas nécessaire d'attendre. Moi, je dis toujours aux parents, commencez dès l'hôpital. Moi-même, quand j'ai eu mes enfants, j'ai apporté des livres dans ma valise à l'hôpital quand j'ai accouché de mes enfants et j'ai commencé la lecture dès le berceau. Et puis, c'est pas grave. Si les gens me disent « Oui, mais ils comprennent pas », c'est pas grave. Juste d'avoir le livre, même s'ils le mettent dans la bouche, qu'ils font autre chose, vous n'avez pas l'impression qu'ils écoutent. L'idée, c'est vraiment d'instaurer l'habitude puis de l'avoir constamment autour d'eux, dans leur vie, au quotidien. Puis vous allez voir là, que c'est très rapide que les enfants vont vous le demander. Quand vous oubliez de le faire, si vous le faites à tous les jours, à un moment donné, ils vont vous le dire. Puis des fois, c'est aussi simple que de leur demander de mimer l'action qu'ils voient dans le livre plutôt que de lire nécessairement les mots qui sont à l'intérieur. On peut commencer tout à fait simplement, prendre des voix différentes. On n'a pas besoin d'être un grand acteur ou un comédien. C'est très, très facile de pouvoir instaurer des bonnes habitudes de lecture très jeunes. Puis ce qu'on remarque, c'est que les parents qui le font
ça les suit, puis ça fait en sorte que lorsqu'ils commencent l'école, ils ont déjà une bonne base en lecture. Parce que ça facilite vraiment tout le reste. Est-ce qu'il y a, outre ce club des aventuriers, du livre et le club pour les tout-petits, est-ce qu'il y a je ne sais pas, un programme ou un suivi avec le parcours secondaire où là, c'est vraiment... vous mettez de l'emphase sur les jeunes? Je vous dirais que c'est un grand rêve qu'on aurait d'avoir un club de lecture pour adolescents. Sont un petit peu plus difficiles à aller chercher comme clientèle. C'est une clientèle qui n'aime pas se faire organiser. Donc, souvent, ce qui va bien fonctionner avec eux, c'est de faire ce qu'on appelle, en bon français, des happenings, où il n'y a pas nécessairement... on n'a pas besoin de s'inscrire. C'est pas obligatoire. Événement. Oui, c'est ça. Puis peut-être d'aller chercher une personnalité connue qui leur parle va faire en sorte qu'on est capable d'aller les accrocher de cette façon-là. Mais jusqu'ici, on essaie vraiment de trouver la recette magique parce que c'est justement une clientèle qui est un petit peu plus difficile à aller rejoindre. Mais ils lisent. Ils lisent aussi. Là. On le voit quand on est 1 à 1 avec eux et qu'on leur parle, on le voit qu'ils ont ce désir-là aussi. Là. Que doit-on s'attendre l'année prochaine? Quel sera le thème l'année prochaine? L'avez-vous choisi? C'est une bonne question. Pas encore. D'ici un mois, on devrait le connaître. Et puis, c'est toujours décidé, je vous dirais, un bon 10 à 9 mois avant. Alors, j'ai bien hâte de le connaître. C'est vraiment décidé au niveau de l'Association des bibliothèques de Laval-Laurentides-Lanaudière. Et puis, les gens qui sont membres du Club des aventuriers se réunissent en comité. Puis là, il y a une grande recherche tempête d'idées qui se fait pour trouver le thème de l'été suivant. Parce qu'on le rappelle, oui, il y a Terrebonne, il y a quelques autres villes dans la Naudière. Oui. Pouvons en nommer quelques-unes? Repentigny, Joliette, la Valtrie. On est quand même plusieurs là, au niveau de la Naudière. Oui, je ne pourrais pas toutes les nommer, malheureusement, je n'ai pas de liste, mais on est plusieurs. Où est-ce qu'on peut aller voir pour faire une recherche, la bibliothèque la plus près de chez nous? Est-ce qu'il y a un site? Il y a un site web qui existe pour les aventuriers du livre. L'adresse, c'est aventurier, est-ce que c'est ça? Aventurier avec un S, du livre, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le lien en ligne et je crois qu'il l'a déjà été. Sinon, on va le mettre sur le site de l'émission pour pas qu'on se trompe, là, parce que je ne l'ai pas devant moi. Le sujet est trop intéressant, je ne vais pas regarder mes feuilles ou à peu près. Donc, on va voir. Il suffit, quand ça va être le temps, d'aller à la bibliothèque près de notre domicile, aller chercher cette trousse-là. Oui, tout à fait. Et puis, de surveiller les annonces de votre bibliothèque ou le cahier des loisirs de votre ville. Je suis certaine qu'ils ont une page s'abonner à notre bibliothèque municipale? Tout à fait. C'est gratuit. C'est gratuit. On a beaucoup de bibliothèques maintenant qui ne chargent plus de frais de retard non plus. Donc, ça vaut vraiment la peine. Puis souvent, les gens ne le soupçonnent pas, mais on n'a pas que des livres. Vous pouvez trouver des jeux vidéo, des jeux de société. Il y a souvent des ateliers d'ados-devoirs qui s'offrent. Des disques ou des CD. Oui, de la musique, des films et tout ça. Oui, partitions de musique. Consommons de la culture, allons à la bibliothèque municipale de notre coin. Madame Véronica Oliveros, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir reçu. Quant à nous, on se voit dans quelques secondes. De retour avec vous. Le mois d'octobre, c'est le mois de sensibilisation du TDAH, un trouble neurodéveloppemental qu'on observe chez un peu moins de 10 % des gens. Pour en parler avec nous, nous recevons la directrice de l'association Panda Lanaudière, Mme Francine Demers. Bienvenue à Vue d'ici. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Organisme Panda Lanaudière. Je suis tenté, avant de vous demander, c'est quoi le TDAH? On l'a dit, je l'ai dit un peu, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on connaît bien ça? En fait, c'est un trouble, le trouble de déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Et ça se compose de 3 éléments généralement. Donc, l'impulsivité, l'hyperactivité et l'inattention.
Donc, c'est les 3 éléments sur lesquels on va vérifier pour obtenir un diagnostic. Et vers quel âge qu'on réussit à obtenir un diagnostic fiable chez l'enfant? On peut commencer à faire une démarche. Généralement, là, les médecins, psychologues, neuropsychologues ou les psychiatres vont préférer attendre vers l'âge de 6-7 ans. Avant le diagnostic là, fiable et, je ne veux pas dire final. Avant de donner un diagnostic, oui. OK. C'est ça. OK, Oui. on attend un peu. Est-ce qu'on attend c'est des observations qu'on attend ou on veut cocher plusieurs cases? J'aime pas le terme, là. Oui, mais... il y a vraiment des questionnaires à remplir avec des questions précises et tout ça. Mais on va aussi aller voir dans l'environnement ce qui se passe. Donc, on va consulter des parents si c'est à l'école, on va consulter les professeurs, on va poser des questions, envoyer des questionnaires pour avoir vraiment une idée de l'enfant, son fonctionnement dans plusieurs environnements. OK. L'Association Panda Lanaudière Oui. et le TDAH, expliquez-moi quelle est votre mission? Notre mission, c'est vraiment de soutenir les familles en premier lieu, ensuite de faire connaître le TDAH, puis ensuite de renseigner nos partenaires terrain. OK. Et quels services ou quelles attentions vous avez pour les parents, j'imagine parents, proches aidants, l'entourage immédiat du jeune ou de la personne? Quels services vous offrez? Non, on a des ateliers de groupe. C'est souvent ça qui fonctionne le mieux. Donc, on a des ateliers pour les enfants 6-7 ans, 6, 7, 8, 9 et 10, 11 ans. Donc, 3 types d'ateliers. Des ateliers pour les parents. On donne aussi des ateliers avec des liens avec certaines écoles secondaires, donc pendant les jours d'études. Et on a des ateliers pour les adultes aussi. Vous rencontrez les parents, vous rencontrez, je présume, des parents qui viennent d'avoir, dont leur fils ou leur fille viennent d'avoir un diagnostic. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour les parents? Bien, je vous dirais qu'en premier lieu, nous, on n'exige pas que les parents aient fait la démarche diagnostique. Donc, très bien. Nous, on offre, si les enfants vivent des symptômes associés au déficit d'attention... Vous êtes déjà là? Oui, OK. C'est ça. Donc, on peut les accompagner. Et qu'est-ce qui est difficile pour les parents? Qu'est-ce qu'ils vont chercher chez vous? Ils veulent de l'accompagnement? Ils veulent savoir où aller? Qu'est-ce qu'ils souhaitent, les parents? Mais si on fait juste, par exemple, une démarche téléphonique, donc on va avoir des appels avec des recherches d'informations, par où on peut aller pour un diagnostic et toutes ces informations-là. Donc, on peut faire des rencontres téléphoniques, 1 ou 2 rencontres, soutenir les familles. Mais si les parents, nous, souvent, on va les orienter vers les ateliers parce que là, les parents vont rencontrer d'autres parents qui vivent la même chose qu'eux, vont pouvoir échanger, voir les trucs, puis ils vont aussi... se sentir qu'il n'y a pas juste eux qui vivent ça. Donc, qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent vivre les mêmes choses puis chercher des solutions. Et que d'autres peuvent comprendre par où on passe. Tout à fait, oui. Vous faites aussi des ateliers avec les jeunes. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans ces ateliers-là? Quel est leur besoin? Mais c'est surtout les habiletés sociales qu'on va travailler. Donc, 6-7 ans, c'est des habiletés on leur fait comprendre des façons pour un jeune de 6-7 ans. Souvent, c'est les mêmes outils qu'on va réutiliser pour les plus vieux. Donc, plus voir c'est quoi leurs émotions, c'est comment on peut gérer mieux nos émotions. Et quand on arrive vers les plus vieux, là, c'est vraiment la gestion de la colère. On va leur donner les outils. OK, tu sens ta colère monter. Si tu la laisses monter, tu vas exploser. Donc, c'est quoi les outils que tu peux mettre en place? Parce que la colère, l'impulsivité, c'est une des manifestations, mais je présume qu'il y a autant de manifestations qu'il y a de personnes. Au départ, chez un jeune, comment il sait que ça va pas bien, là? Puis comment ça se manifeste en dedans de lui? Bien, en fait, c'est qu'il va se sentir... souvent, on va voir que ça va s'accumuler dans... L'enfant, il filtre pas bien les informations qui se passent autour de lui. Donc, les lumières qui font un petit bruit, l'enfant qui joue à côté, qui fait un autre bruit, tous les éléments qui sont là ne sont pas filtrés. Donc, son système... C'est beaucoup. Oui, son système se fatigue à la longue, OK? Donc, ce qui va arriver, c'est que ça va augmenter... C'est comme si ça va augmenter de la pression sur son système nerveux
Toute la journée, il va accumuler ça. Puis à un moment donné, soit qu'il va poser un geste ou qu'il va, tu sais, d'impulsivité, de frustration, tout ça. Puis là, bien, ça va faire que ça va, s'il est bien accompagné à ce moment-là, ça va redescendre, puis là, il va redevenir disponible. C'est pour ça, souvent, les enfants, on va vivre ça toute la journée à l'école. Le professeur, ça va super bien, tout ça. C'est à la maison que ça L'enfant, il se arrive passe. à la maison, il arrive, puis il explose. Mais c'est parce qu'il a tout accumulé ça dans la journée, puis il n'y a plus d'espace. Fait que là, il a besoin d'être accompagné. Donc, dans les ateliers, Oui. vous leur permettez des moyens de reconnaître comment ils se sentent pour éviter... Que peuvent... Un jeune, mettons, prenons un exemple concret, un jeune, Oui. il sent... Ça monte, la colère, comme vous avez dit tantôt. Est-ce qu'il peut se prémunir de gestes pas incontrôlables, mais vous comprenez un peu ce que je veux dire? Oui. Dans le fond, ce serait d'empêcher que ça explose. Ouais. Hein? C'est ça, donc lui donner Se un moyen. retirer, est-ce qu'il y a Oui, des c'est moyens? Vous leur offrez des moyens? Bien, on va voir avec l'enfant c'est quoi son besoin. Si lui aurait besoin, par exemple, juste d'aller, je sais pas, il y a des classes peut-être qu'on peut aller pédaler, tu sais, pour aller enlever le surplus d'énergie pour que ça s'apaise. OK? Dans d'autres, que ça va être juste un coin tranquille où on va dire, OK, c'est plus silencieux. On va demander au professeur, puis on va se retirer. Il y a des professeurs aussi qui permettent que l'enfant aille faire une commission. Ils vont donner une enveloppe, ils vont porter à la direction. L'enfant revient, ça le fait marcher, ça lui a fait du bien. Donc, il revient à sa place, il est plus disponible. OK. C'est des moyens physiques, vous voyez, c'est plus pour aider le jeune. Ça peut être des balles, ça peut être un élastique entre les pattes de chaise, il va bouger ses jambes, c'est des grands muscles, donc ça va faire que ça va enlever un peu ce stress-là qui s'accumule. Parce que... Respiration par le ventre aussi. Non, c'est vrai, Oui, ça, par le c'est ventre, ça. parce qu'on respire En haut, quand par on est en haut. stressé. Là. Exact, Oui, c'est vrai, ça, c'est vrai. oui. Mais vous avez dit tantôt, avant l'entrevue, vous étiez Panda MRC Les Moulins. Oui. Pendant 23 ans. 23 ans, c'est ça. Là, c'est Panda Lanaudière. Oui. Pour notre 24e année, on a changé de nom. Oui. C'est un plus grand territoire. Oui, tout à fait. Alors, les ressources, quelles sont vos ressources? Mais là, on essaye de développer doucement des services dans le Nord parce qu'on n'est pas connu, donc la MRC de Matawini. Donc, on essaye de plus développer des services et faire connaître nos services aux partenaires terrains qui, eux, desservent déjà la population. Donc, de cette façon-là, ça fait connaître nos services. Puis, si jamais on a des partenaires qui veulent qu'on donne des ateliers dans leur maison, leur lieu, mais on pourrait le faire aussi. On va doucement parce qu'il faut refaire... on est plus connu dans le sud, mais dans le nord, il faut se faire connaître, il faut développer. Et je présume que si vous êtes là depuis tant d'années, c'est qu'il y a un besoin. Est-il très, très criant? Qu'en est-il de la situation? Oui. Je ne vous dirais pas dans la Naudière, vu que ça débute en haut, mais dans le reste, qu'est-ce que ça a de l'air? Mais c'est quand même, on est quand même bien établi parce que le C3S et tout ça, donc les services autour sont quand même présents. Mais pour obtenir un diagnostic, pour les classes, c'est là que c'est plus difficile parfois là, pour les parents. Donc, c'est là qu'on essaie d'outiller, de faire des partenariats aussi, puis de bien accompagner, faire connaître aussi. Parce que c'est une des difficultés, l'accès au diagnostic. Oui, parce qu'en ce moment, c'est privé. Il faut aller au privé. Donc, c'est à peu près 1 600 $, 3 000 $. Tu sais, Pour ça dépend. ces tests-là? Oui, c'est ça. Puis, vous savez que quand on l'a à la petite enfance, comme 6-7 ans, mais pour avoir des services au cégep, on peut être obligé de retourner faire un autre diagnostic. Donc, c'est pas final, c'est ça. Fait qu'on essaie de développement. voir. Oui, c'est ça, oui. Dites-moi, est-ce que le privé, est-ce qu'on en échappe? Ah oui. Je suis sans mots. Donc, la situation est... Quand j'ai parlé de 10 % ça pourrait être même un peu plus? Pas plus de diagnostic, mais c'est parce que les gens ont de la difficulté à obtenir leur diagnostic. Donc, c'est pas qu'il y a plus de population, c'est que les gens ont de la difficulté. Dans les 7 à 10 % de la population qui
qui souffrent du TDAH. bien, Ils ne sont pas dans cette statistique-là. Ça devrait peut-être quoi, être 15 de la population? Non. Il n'y aura pas plus de diagnostics. OK. C'est juste qu'ils n'ont pas le diagnostic, ils ne l'obtiennent pas. Peut-être qu'il y en a juste 5 de la population qui OK. réussit à faire les démarches, qui ont les moyens, puis qui réussissent à avoir l'accompagnement qu'il faut. Mais nous, on n'exige pas le diagnostic. Donc, s'ils présentent des symptômes et des souffrances, mais Je comprends. on va accompagner, c'est ça. Oui. Vous êtes un organisme Oui. sans but lucratif. Vous en faites beaucoup. Vous couvrez une grande zone. Est-ce que le réseau public d'éducation ou santé et services sociaux en fait assez pour accompagner les parents ou les jeunes qui vivent avec un TDAH? Mais je dirais que nous, on est le partenaire pour les accompagner. OK. On fait une équipe, c'est comme un triangle, nous autres aussi. Donc vous travaillez-vous avec l'école? Mais on a des écoles qui travaillent avec nous. Comme je vous disais, des ateliers de 10 rencontres dans des écoles secondaires. 2 fois par année, on rencontre quand même une 60aine de jeunes. Là, c'est vraiment intéressant comme partenariat. Donc, il y a tranquillement, là, ça se développe. On est aussi reconnu par le C3S. Donc, quand les parents sont en attente pour obtenir des services et que ce n'est pas urgent ou en crise, bien, ils peuvent être dirigés vers nous, puis nous, on va pouvoir les accompagner toute la base. Puis ensuite, s'ils veulent rencontrer un travailleur social, ça va faire partie de la démarche suivante. OK. Est-ce Oui. Et vos services sont-ils gratuits? Ah non, mais nos ateliers, allez-y. c'est entre, disons, nos ateliers pour les parents, c'est 70 pour 10 rencontres. Les ateliers pour les adultes, 90, pour les enfants, excusez-moi, puis pour les adultes, c'est 80. Donc, Mais pour toutes les rencontres? Oui. Pour toutes les rencontres? Tout à fait. Comment on peut faire? Mon enfant, je n'ai pas de diagnostic, comme vous avez dit tantôt, mais je veux savoir, je veux être un peu accompagné, je ne sais pas trop quoi faire. Comment on vous rejoint? Vous pouvez nous appeler au 450-654-1153 et on va pouvoir répondre à vos questions. Madame Demers, merci beaucoup. Merci pour plaisir. votre existence, aider ces gens-là. Merci. Merci de l'invitation. Quant à nous, bien, notre 100e se termine maintenant. J'aimerais remercier toute l'équipe. Sans eux, je ne suis pas là. Et vous, bien, je vous le dis à toutes les semaines. Merci. Dans la semaine.